Nous sommes dans un monde où les premiers de la classe, les individus les plus talentueux, les plus intelligents au monde, ceux qui ont étudié dans les meilleures universités du monde, ceux qui ont battu tous les records en mathématiques, en physique et en économie, finissent par travailler pour ceux qui n'avaient pas la moyenne à l'école. D'un autre côté, il y a des gens qui parviennent à accumuler la richesse, qui deviennent des multimilliardaires, mais qui, au bout de quelques années, finissent avec le portefeuille vide. La question, c'est pourquoi? Pourquoi des individus aussi talentueux, aussi intelligents, finissent souvent par faire faillite? Alors que des personnes ordinaires, parfois même ceux qu'on qualifiait de médiocres à l'école, finissent par construire des empires. La réponse se trouve dans le livre qu'on va découvrir aujourd'hui, The Psychology of Money de Morgan Housel. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de découvrir dans ce genre de livres, comme Père riche, Père pauvre, ou encore La chèvre de ma mère, ce livre est unique, dans le sens où il remet totalement en cause la pensée populaire qui dit que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat sont ceux qui ont l'éducation financière. L'auteur démontre que cela n'est pas vrai. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi. Voici les 15 leçons essentielles tirées de ce livre qui peuvent changer votre vision de l'argent et de la vie. Chacune des leçons apporte son lot d'enseignements et de renseignements. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle pourrait être la clé de votre liberté financière. La première leçon, c'est que tout le monde voit l'argent différemment. Selon l'auteur, notre perception de l'argent est unique parce que tout simplement, elle est liée à nos expériences passées. L'auteur prend l'exemple sur des personnes qui sont nées dans une crise économique comparées à ceux qui sont nés dans une période de stabilité financière. Il explique que les baby boomers et les millénials ont des attitudes opposées vis-à-vis de l'investissement parce qu'ils ont grandi à des époques économiques différentes. Une personne qui a grandi pendant une crise économique aura tendance à économiser excessivement et éviter les risques, alors qu'une autre personne qui a vu les marchés exploser positivement pensera que les investissements sont toujours sûrs. On ne peut donc pas juger les décisions financières d'une personne si on ne connaît pas ses expériences passées et surtout si on ne sait pas l'environnement dans lequel elle a grandi. Ce qui peut être pour toi une décision financière stupide est pour quelqu'un d'autre la meilleure décision qu'on puisse prendre à ce moment-là. Il faut donc apprendre à connaître vos propres biais pour ne pas rester prisonnier de votre passé. La leçon numéro 2, c'est que la chance et le risque jouent aussi un rôle énorme dans la réussite d'une personne. Très généralement, on a tendance à penser que les gens qui réussissent dans l'investissement sont des génies de l'investissement. Ils savaient exactement quand investir, dans quoi investir et comment investir. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En fait, l'auteur démontre que il y a aussi une part de chance dans la réussite d'une personne en général, et particulièrement dans les décisions financières. Selon lui, le succès financier est souvent une combinaison de travail, de chance et de risques. Il est dangereux de prendre un exemple unique et de le considérer comme une recette de succès. Vous ne pouvez pas prendre le parcours d'une personne, vous attacher à ça et essayer de suivre ça à tout prix. Parce que dans tous les aspects de la vie d'une personne, il y a ce qu'on peut maîtriser et ce qui échappe à notre contrôle. Vous pouvez choisir la meilleure personne possible comme partenaire de vie. Vous allez voir en elle toutes les caractéristiques qui sont importantes pour vous, tous les principes de vie et toutes les valeurs. Mais rien ne vous assure que ce mariage-là va durer éternellement. Votre conjoint ou votre conjointe peut mourir de façon prématurée. Cette personne peut changer au fil des ans et devenir insupportable pour vous. Vous allez finir par divorcer. Pourtant, au départ, vous aviez été prudent. Vous avez pris la meilleure décision possible que vous puissiez prendre. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Dans l'investissement, c'est pareil. Quand vous investissez, vous prenez une décision, vous prenez un risque, vous faites le premier pas. Cela dépend de vous. Mais le retour sur l'investissement, la réussite ou l'échec du projet ne dépend pas forcément de vous. Est-ce que votre investissement est génial? Est-ce que ce projet-là est fabuleux? On ne le saura qu'avec le temps. On ne le saura que quand le résultat va sortir. Donc dans la réussite financière, il y a une part de chance. Et l'auteur illustre cela parfaitement dans son livre en comparant Bill Gates et son ami d'enfance, Evans. Les deux amis ont d'abord eu la chance d'être dans le seul lycée du monde qui disposait d'un ordinateur
en 1968. Parmi des milliards de personnes au monde, il y avait probablement des gens plus intelligents que Bill Gates. Mais Bill Gates s'est retrouvé dans le seul endroit au monde où il fallait être pour pouvoir expérimenter l'ordinateur. Son ami Evans s'est retrouvé au même endroit. Les deux personnes ont alors appris à manipuler l'ordinateur, à étudier et à comprendre l'ordinateur. Si Bill Gates était né à l'époque, en Afrique, en Angleterre ou en Asie, est-ce qu'il serait aujourd'hui propriétaire de Microsoft et de Windows? Je ne dis pas que non, mais c'est pas sûr. Donc quelque part, il a eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à la chance que Bill Gates est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Non. Mais c'est surtout pour vous dire que son succès, sa réussite n'est pas que le produit de son génie, de son intelligence hors norme. Quelque part, il a eu aussi un peu de chance. Revenons maintenant au cas de l'ami intime de Bill Gates, Evans. Evans était aussi intelligent que Bill Gates. Malheureusement, à 17 ans seulement, il est mort dans un accident. Vous voyez un peu la vie. S'il était encore vivant aujourd'hui, il serait probablement multimilliardaire et cofondateur de Microsoft. Malheureusement, lui il est mort et le monde l'a oublié. Le destin a décidé de son sort. Sa famille serait aujourd'hui à l'abri. La moralité de l'histoire de Bill Gates, c'est qu'on peut travailler dur, mais la chance joue toujours un rôle immense dans la réussite. La seule chose qui a manqué à Evans, c'est la chance d'avoir une longue vie. Ne soyez donc ni trop arrogant face au succès, ni trop dur envers vous-même lorsque vous faites face à l'échec. Acceptez que parfois, l'argent est influencé par des facteurs hors de votre contrôle. Leçon numéro 3, c'est que l'intelligence financière n'a rien à voir avec votre faculté intellectuelle, votre quotient intellectuel. Selon Morgan, savoir gérer son argent est une question de comportement et non pas une question de connaissances financières avancées. Dans ce chapitre, l'auteur insiste sur le rôle de l'état d'esprit dans la gestion financière. Beaucoup de personnes brillantes finissent souvent ruinées à cause d'un mauvais état d'esprit financier. Il prend l'exemple de Raja Gupta et Bernard Madoff. Madoff était considéré comme un génie de l'investissement. Il avait accumulé des millions et des milliards de dollars. Comment? Parce qu'il avait réussi à mettre en place une pyramide de Ponzi. Au départ, le fonds Madoff était un fonds clean, un fonds sûr. Les gens avaient confiance en lui. Il attirait beaucoup d'investisseurs à travers les États-Unis et le monde entier. Malheureusement, Madoff voulait beaucoup d'argent et tout de suite. Il a donc brisé les règles. Madoff a commencé à frauder. Il a été arrêté et mis en prison. Des milliards de dollars du fonds Madoff se sont évaporés. Des gens qui avaient passé toute leur vie à travailler et à économiser ont perdu leurs économies dans le fonds Madoff. L'histoire n'était pas seulement triste, c'était dramatique parce que Madoff a détruit des vies, des familles entières. L'histoire de Raja est un peu similaire. Il est passé de pauvreté extrême à un PDG milliardaire avant d'être emprisonné pour fraude. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours plus. L'avidité et le manque de contrôle détruisent des fortunes. L'intelligence financière ne protège pas contre les mauvaises décisions financières. Évitez la cupidité. Le succès durable est basé sur la discipline, pas sur l'intelligence. Leçon numéro 4. Gagner de l'argent et conserver l'argent sont deux compétences totalement différentes. Selon l'auteur, ce qui permet de s'enrichir n'est pas ce qui permet de conserver sa richesse. Prendre des risques est nécessaire pour devenir riche. Mais être prudent est ce qui vous permet de conserver votre richesse. Morgan explique que Warren Buffett n'est pas devenu un investisseur exceptionnel parce qu'il fait des choix risqués, mais plutôt parce qu'il a su rester patient. Warren Buffett a accumulé 99% de sa fortune après ses 50 ans grâce à des intérêts composés. Au lieu de prendre des risques démesurés, il est resté patient. Il a investi et il a attendu. Le temps a fini par faire le travail. Il est devenu riche. Non pas parce qu'il était plus intelligent que tout le monde, mais parce qu'il était plus patient que tout le monde. Dans n'importe quel domaine de la vie, si vous n'êtes pas patient, vous pouvez certes avoir du succès, mais ce sera que pour quelque temps. Le succès durable est réservé aux personnes qui ont la patience. L'auteur prend l'exemple sur Jesse Livermore, l'un des plus grands traders de l'histoire, qui a accumulé des fortunes certes,
mais qui a fini par tout perdre parce qu'il a pris des risques démesurés. La leçon principale ici, c'est que gagner de l'argent demande beaucoup de courage, mais conserver votre argent demande beaucoup d'humilité. Soyez offensif pour construire votre richesse, mais soyez défensif pour la protéger. Leçon numéro 5, c'est que le temps est votre meilleur allié. Ce chapitre est pratiquement le complément du chapitre 4. Ici, on vous apprend que la patience est la clé du succès. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Avec le temps, vous vous améliorez. Avec le temps, vous apprenez. Avec le temps, vous devenez expert. Selon Morgan, la patience est l'arme la plus puissante pour s'enrichir. L'effet des intérêts composés transforme une petite somme investie tôt en une fortune avec le temps. Il s'appuie encore sur l'exemple de Warren Buffett. Pour lui, le succès de Buffett n'est pas lié à son génie financier, mais plutôt à sa longévité. Un exemple concret des intérêts composés, c'est que si à l'âge de 20 ans, vous commencez à investir 100 € chaque mois, cela peut faire de vous un millionnaire à la retraite. Si vous attendez 10 ans de plus avant de commencer, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, vous perdez des centaines de milliers d'euros de gains. Leçon numéro 6, c'est que l'épargne est plus importante que les revenus. Ce que vous gardez est plus important que ce que vous gagnez. Vous pouvez gagner des millions, voire même des milliards par mois. Si en fin de compte, vous êtes incapable d'épargner une partie de ce que vous gagnez, eh bien vous allez finir pauvre. Peu importe vos sources de revenus, à un moment donné, vous pouvez faire face à des crises financières. Lorsque Facebook est venu, Facebook n'avait même pas de concurrents. Pourtant, Facebook a fait face à des crises. D'abord des crises liées à l'intégrité des données utilisateurs et ensuite à l'apparition de Meta. Meta qui était un projet ambitieux de Facebook. Imaginez s'il n'y avait pas beaucoup d'épargne de l'entreprise. Pendant ce moment de crise, Facebook a perdu des dizaines de milliards de dollars. Si une entreprise à la taille de Facebook et dont les activités sont confrontées au minimum de risques possibles peut faire face à ce genre de désagrément, qu'est-ce qui vous rassure, vous? Peu importe votre domaine d'activité, que vous soyez un investisseur ou un salarié, soyez sûr que vous préparez quelque chose pour demain. Morgan nous explique que la frugalité et l'épargne sont plus puissantes que les gros salaires. Une personne qui gagne 30 000 par an et épargne 20% s'enrichira plus vite qu'une personne qui gagne 100 000 par an et dépense tout. Beaucoup de stars du sport ou du cinéma gagnent des millions au cours de leur carrière, mais finissent ruinés parce qu'ils ont dépensé sans limite. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, Arcade explique que nos désirs grandissent avec nos revenus. Si tu gagnes aujourd'hui 1 000 € par mois, tu te diras sûrement qu'avec 1 500 €, tu n'auras plus jamais de soucis. Parce qu'avec 1 000 €, il te manque juste 500 € de plus pour pouvoir t'en sortir et être financièrement libre. Le problème, c'est que demain, si tu as l'occasion de gagner 2 fois ce que tu gagnes aujourd'hui, voire même 3 fois ce que tu gagnes aujourd'hui, ce sera toujours insuffisant. Pourquoi? Parce que nos problèmes, nos besoins augmentent avec ce qu'on gagne. Il faut donc mettre une limite à ce qu'on doit dépenser. Limiter nos désirs. Comme Arcade le dit si bien, il y a une grande différence entre le désir et la nécessité. Très souvent, ce qu'on gagne est suffisant pour régler nos problèmes essentiels, nos besoins de base. Mais nos désirs sont illimités. Même si nous gagnons aujourd'hui des milliards de milliards, ce sera toujours insuffisant et on sera toujours tenté de chercher encore plus. Leçon numéro 7, c'est que l'indépendance financière est le véritable objectif. L'objectif n'est pas de montrer au reste du monde que vous possédez une fortune. Selon Morgan, être riche, ce n'est pas être obligé de partir travailler pour subvenir à ses besoins. Il prend l'exemple sur le mode de vie de notre époque. La plupart des gens sont prêts à tout, même à partir s'endetter pour être vus comme des gens fortunés. Pour apparaître aux yeux du monde avec une voiture de luxe, des montres de luxe, des vêtements de marque et habiter dans des villas. Mais dans le fond, ces personnes sont endettées. Ces gens-là préfèrent mettre en valeur leur image, leur apparence devant la société, au lieu de travailler sur leur indépendance financière, au lieu de travailler à faire en sorte qu'ils ne soient pas obligés de partir travailler demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Pour Morgan, les pauvres sont ceux-là qui investissent le plus
dans des objets de luxe, dans des habits de marque, parce que quelque part, ils souffrent du complexe de la pauvreté. Ils veulent montrer au reste du monde qu'ils sont à un niveau de vie où ils ne sont pas réellement. En fin de compte, on se retrouve dans un schéma où les riches vivent la vie des pauvres et les pauvres vivent la vie des riches. La leçon principale, c'est que vous ne devez pas chercher à impressionner les autres. Cherchez plutôt votre liberté. L'argent doit vous permettre d'acheter votre temps, pas des objets de luxe. Leçon numéro 8, c'est que le marché est imprévisible. Vous devez donc accepter l'incertitude. Vous ne pouvez pas prévoir tout avec exactitude. Personne ne peut prédire ce qui peut se passer dans le marché de demain avec certitude. Il faut donc apprendre à vivre avec l'incertitude au lieu de toujours essayer de la combattre. Il prend l'exemple sur la crise de 2008. Selon lui, peu d'investisseurs ont vu venir la crise des subprimes. Mais ceux qui ont continué à investir malgré la panique ont récupéré leurs pertes et se sont enrichis. Soyez prudents, mais ne cherchez pas à prévoir l'avenir. Leçon numéro 9, c'est que investir, c'est maîtriser ses émotions. Ce qui fait la différence entre les bons et les très bons investisseurs, c'est la capacité de prendre des décisions réfléchies, mais surtout de maîtriser ses émotions face à des fluctuations. Pour Morgan Housel, l'investissement est plus un jeu psychologique qu'un jeu mathématique. La peur et l'euphorie sont les pires ennemis des investisseurs. Il donne l'exemple des années 2000, où la bulle d'Internet avait explosé car les gens investissaient par pure euphorie sans même comprendre ce qu'ils achetaient réellement. Et en 2008, beaucoup ont paniqué et ont vendu leurs actions au pire moment, perdant ainsi des millions de dollars. La moralité ici, c'est que vous devez être discipliné. Ne prenez pas de décisions sous l'émotion. Ayez une vision long-termiste et ne laissez pas la peur vous dicter vos choix. Leçon numéro 11, c'est que vous ne devez pas comparer votre parcours ou alors votre situation à celle de quelqu'un d'autre. Prenez en compte que votre parcours est unique, votre expérience est unique, vos chances sont uniques et votre potentiel, vos atouts sont uniques. Ce n'est pas pour rien que le Créateur vous a créé avec des atouts, des caractéristiques uniques. Votre voix, vos traits de figure, votre caractère, les valeurs qui sont importantes pour vous, très généralement, sont spécifiques à vous. Dans la vie en général, c'est comme ça. Dans l'investissement, c'est pareil. Chacun a un parcours financier unique, influencé par son éducation, ses expériences et son contexte. Comparer votre situation financière à celle des autres peut être un piège dangereux parce que vous ne savez pas la réalité des autres. La plupart des gens ont une réalité financière totalement différente de celle qu'ils montrent au reste du monde. Soyez donc vous-même. Nous avons tendance à comparer notre succès à celui des autres. Nous oublions souvent que nous n'avons pas les mêmes objectifs financiers. Dans son livre par exemple, Morgan estime que un cadre avec un bon salaire qui investit intelligemment pendant 30 ans a plus de chances de devenir riche qu'un PDG qui gagne déjà des millions. Parce que le cadre qui investit verra son argent grandir avec le temps. Alors que le PDG qui dépense trop peut se retrouver un jour sans son salaire faramineux et se retrouver ainsi dans la pauvreté. La leçon principale ici, c'est que vous n'êtes en concurrence avec personne. Vos objectifs sont personnels et donc vos décisions doivent être basées uniquement sur vos envies et vos objectifs. Leçon numéro 12, c'est que vous devez être flexible avec vos finances. Pensez un peu aux années 2005, 2002, 2003. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. C'est totalement différent du plan d'investissement d'aujourd'hui. C'est totalement différent de la manière dont on faisait le marketing. Dans les années 2002-2003, ça passait par les radios, les émissions. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les influenceurs, les posts Facebook, Instagram, etc. Vous devez vous adapter au changement. Souvenez-vous de Nokia. Nokia a été l'une des premières marques de téléphone à prendre le marché mondial. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé sur les smartphones, où il n'y avait plus de touches. Les gens ne voulaient plus avoir les boutons sur leur téléphone. Nokia est resté avec sa marque. Nokia n'a pas évolué avec le temps. Nokia n'a pas investi dans la recherche et le développement. Les entreprises comme Samsung ou encore Apple ont continué à investir dans la recherche et le développement. Ont été des entreprises avec une vision long-termiste. Ils ont compris le besoin de la population mondiale. Aujourd'hui, Nokia a totalement disparu. Adaptez-vous au changement. Votre plan d'investissement d'hier
Vos objectifs d'hier peuvent évoluer aujourd'hui. Acceptez cela et évoluez avec votre temps. Et il n'y a pas que le monde qui change. Vous-même, vous évoluez aussi dans votre vie. Quand j'étais au lycée, j'avais des objectifs qui sont totalement différents de mes objectifs d'aujourd'hui. La vie, c'est comme ça. Plus vous grandissez, plus vous voyez des options et des opportunités, plus vous avez des ouvertures d'esprit et donc vous devenez de plus en plus ambitieux. Ajustez donc vos objectifs en fonction de ça. Dans son livre, l'auteur prend l'exemple sur lui-même. Au début de sa carrière, il voulait être journaliste d'investigation, puis a changé d'avis pour se concentrer sur la finance. Les entrepreneurs qui réussissent sont souvent ceux qui pivotent et s'adaptent. Leçon numéro 13. Ne jugez pas votre avenir sur des prévisions précises. Le futur est incertain. Telle que soit votre capacité à appréhender les choses, à prévoir ce qui peut se passer, il y a toujours une marge d'erreur. Il vous faut donc un plan B, voire même un plan C. Beaucoup de personnes prennent des décisions financières en supposant que tout va bien se passer. Le problème, c'est que dans la vie, il y a parfois des accidents. Parfois, le marché change. Il y a 20 ans, le marketing digital n'existait pas. Pourtant, aujourd'hui, 90% du marketing est digital. Il y a 15 années en arrière, l'intelligence artificielle n'existait presque pas. Pourtant, aujourd'hui, c'est le cœur du métier de l'IT. Aujourd'hui, si tu travailles dans le domaine de l'IT, mais que tu ne connais rien de l'intelligence artificielle, c'est que tu es en train de risquer ton métier. Tu es en train de risquer ton poste. Peu importe l'entreprise pour laquelle tu travailles, les choses évoluent. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'impose comme une condition obligatoire à tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'IT. Si tu travailles dans ce domaine, tu dois obligatoirement avoir au moins un aperçu de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parce que dans 5 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que tu vas perdre ton boulot au profit d'un robot. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de toi dans ton poste actuel. Ou alors qu'on va intégrer l'intelligence artificielle à ton métier et que tu seras donc obligé d'apprendre à l'utiliser efficacement dans ton métier. Mais quand on parle de prévision, c'est beaucoup plus vaste que ça. Pour l'auteur, les entreprises qui ont une réserve de cash survivent aux crises, tandis que celles qui fonctionnent à flux tendu font faillite rapidement. Morgan prend l'exemple sur Bill Gates et son Microsoft. Il affirme que Gates a toujours gardé une énorme trésorerie pour Microsoft, ce qui a toujours permis à l'entreprise de traverser des crises sans problème. Pour les autres entrepreneurs, ceux qui ont les startups, cela est encore plus crucial. Pourquoi? Parce que votre investissement dépend à 90% de votre propre portefeuille. Si vous n'avez pas encore une grande entreprise qui fait intervenir des investisseurs par-ci par-là, faites en sorte que vous ne mettiez jamais tous vos œufs dans le même panier. Rassurez-vous que, telle que soit votre ambition pour votre entreprise, vous n'y mettrez jamais toute votre économie. Parce que si ça échoue, vous revenez à la case de départ. Le problème, c'est que si vous arrivez à un certain niveau de vie et que vous devez recommencer le tout à zéro, c'est pratiquement impossible pour la plupart des gens. Parce que émotionnellement et mentalement, vous allez être plus bas que financièrement. Plus de 90% des entrepreneurs n'ont pas le succès parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont le succès parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Mais vous, en tant que débutant, vous avez besoin de temps pour développer ce mindset, pour mettre en place cette mentalité de quelqu'un qui est passionné par le travail qu'il fait, par l'entrepreneuriat, par le service rendu et non pas par le résultat. Parce qu'au départ, vous risquez votre économie dans le projet. Et donc, forcément, vous vous attendez à ce que ça donne un résultat qui peut vous tirer de la pauvreté, qui peut vous mener à l'indépendance financière. Leçon numéro 14, c'est que la peur de perdre l'argent est plus forte que le plaisir d'en gagner. L'investissement, c'est comme un pari. Ça peut marcher tout comme ça peut échouer. La grande différence, l'investissement comparé au pari sportif par exemple, le risque est maîtrisé. Quelque part parce que vous avez une certaine capacité à agir sur le résultat, à faire en sorte que ça marche. Vous pouvez vous faire gagner vous-même. Vous et vos collaborateurs, vos partenaires peuvent travailler ensemble, peuvent mettre en place des stratégies qui maximisent vos chances de gagner. Dans le pari sportif, vous ne pouvez pas influencer sur le résultat. Et quand le jeu commence, tout ce que vous pouvez faire, c'est regarder. Vous êtes un observateur, un spectateur. Dans l'investissement,
vous êtes un acteur. Mais l'auteur estime que la plupart des gens ont la mentalité des parieurs face à l'investissement. C'est-à-dire qu'ils sont paralysés à l'idée d'investir dans un projet et de risquer leur argent. La conséquence directe de cette mentalité, c'est que ces personnes préfèrent garder du cash dans leur compte bancaire plutôt que d'investir, plutôt que de prendre des décisions financières qui peuvent changer leur vie à jamais, qui peuvent leur rendre leur indépendance financière. Dans l'investissement, la victoire n'est jamais garantie, mais ceux qui ne jouent pas ont zéro chance de gagner. Si vous voulez donc avoir votre indépendance financière, prenez des risques mesurés, mais vous êtes obligé de prendre le risque à un moment donné pour vous investir ou alors investir votre argent dans un projet. L'auteur appuie sur ce point en disant que les investisseurs débutants ont tendance à vendre dès qu'ils voient une perte. Pourtant, les marchés montent sur le long terme. L'exemple concret que Morgan donne dans le livre, c'est la crise économique de 2008. La plupart des investisseurs ont paniqué et ont vendu leurs actions. Ceux qui ont su contrôler leurs émotions ont fini par gagner quelques années plus tard. La leçon principale ici, c'est que vous devez contrôler votre peur et voir l'investissement comme un jeu sur le long terme. La leçon numéro 15, c'est que votre plan d'investissement doit être robuste, pas parfait. Vous ne pouvez jamais avoir un plan parfait et infaillible. C'est pourquoi votre plan financier doit être résistant aux imprévus. Morgan soutient l'idée selon laquelle la chance et les compétences sont complémentaires pour le succès financier. Un bon plan financier ne dépend pas d'un scénario parfait, mais de votre capacité à ajuster votre stratégie, votre pouvoir de gestion des imprévus. Beaucoup de personnes essayent d'optimiser chaque détail de leur stratégie financière pour maximiser leurs gains. Mais le futur est incertain et un plan trop rigide peut s'effondrer dès qu'un imprévu arrive. Les récessions, les crises financières ou alors tout simplement des problèmes personnels. Une bonne stratégie financière inclut toujours une marge de sécurité. Et l'exemple concret que l'auteur donne dans le livre, c'est celui de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Celui-ci conseillait toujours à Warren d'avoir une réserve de liquidité pour dépasser les moments de crise économique. Et l'autre exemple, c'est celui d'Amazon en 2001. L'entreprise a failli s'effondrer, mais leur plan n'était pas rigide. Ils ont donc su réadapter leur stratégie pour se relever. La leçon principale à retenir ici, c'est qu'un plan financier ne doit pas être optimisé pour être parfait, mais conçu pour être résilient face aux crises. Si on doit retenir quelque chose de ce livre, je dirais que comprendre l'argent, ce n'est pas seulement apprendre à le gagner, c'est aussi apprendre à le gérer, à le conserver et à en faire un outil au service de votre liberté. Les plus grandes fortunes ne se sont pas construites sur un coup de chance ou des paris risqués, mais sur la patience, la discipline et une profonde compréhension des mécanismes financiers et psychologiques. La clé du succès financier, c'est d'adopter un état d'esprit stratégique, d'être patient et de ne pas se laisser guider par ses émotions. Rappelez-vous que l'argent bien géré vous apporte du temps, de la tranquillité d'esprit et la capacité de faire des choix alignés avec vos valeurs. Si une seule de ces 15 leçons vous parle aujourd'hui, appliquez-la dès maintenant. Parce que ce n'est pas ce que vous savez qui compte, mais ce que vous pratiquez. La richesse commence dans l'esprit, par le comportement, bien avant de se concrétiser dans votre compte bancaire. C'est là que prend fin cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes pour agrandir la communauté.